Rebonjour. Alors, la prochaine partie du programme, en fait, va porter sur maintenant la programmation scientifique, mais aussi la programmation des activités. Alors, c'est vraiment des programmations réseau. Fait que après je vais juste me mettre en partage d'écran, 2 minutes. Euh, Parfait. Bon, alors, évidemment, on a ici, on a tenu donc des consultations des membres et des partenaires au tout début, dès le moment de la création, par après, lors de l'élaboration des premiers projets avec l'appel à projet. Et puis là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est bonifier la programmation scientifique, l'adapter en fonction des besoins exprimés durant ce congrès-là. Alors, on a eu des états des lieux hier. On a eu maintenant l'expression d'une partie de la clientèle utilisatrice, OK? Et puis, on va voir maintenant un peu qu'est-ce qu'on a pu identifier à date par rapport aux objectifs du plan d'agriculture durable, de ce qui devrait être la programmation scientifique. Là, est-ce qu'il y a des vides à l'intérieur par rapport à ce qu'on a défini à ce jour, compte tenu des dernières interventions auxquelles on a pu assister? Deuxièmement, le deuxième point dans cette session-ci, ça va être mettre en place le plan d'action du réseau pour rendre la collaboration efficace. Alors, on a demandé aux différents intervenants de s'exprimer sur la façon dont ils voulaient que la collaboration se mette en place et quels étaient les outils qu'ils voyaient les plus pertinents. Alors, on a entendu des données, des visuels, des rencontres, des participations à des colloques, etc. Ça fait que c'est un peu ce qu'on veut concrétiser maintenant, essayer de concrétiser pour maintenant mettre ça en place au cours des prochains mois. Alors, on va commencer par la programmation scientifique. Et puis ici, évidemment, un petit rappel des 2 premiers objectifs du PAD dans un contexte évidemment de changement climatique qui est un dénominateur commun là, dans les interventions qu'on entend. D'abord, réduire l'usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l'environnement et améliorer la santé et la conservation des sols, mais en gardant en sourdine aussi le fait qu'il faut raisonner en termes de gestion de matières fertilisantes, le phosphore et l'azote représentant des sources de pollution, optimiser la gestion de l'eau parce que la ressource se raréfie. Oui, il y a abondance de l'eau de façon générale au Québec, mais ce n'est pas vrai partout. Il y a des places, il y a vraiment des compétitions d'utilisation et puis il y a toute la question de la gestion qui se pose et l'amélioration de la biodiversité. Alors, le bilan de mai à aujourd'hui, évidemment, on le rappelait tout à l'heure, alors c'est un court rappel pour ceux qui n'y étaient pas, c'est quand même, on voit d'une part qu'il y a eu plusieurs activités qui ont eu lieu, des consultations dès le départ, des interactions avec le milieu, un lancement d'appel à projets avec des réunions pour les mettre en place, et puis finalement des dépôts de différents projets pour rencontrer les besoins de recherche exprimés lors des consultations précédentes. Alors, l'annonce des résultats devrait être connue fin mars 2022. Il y a une petite erreur ici, là. Ça va être connu prochainement. Et puis, c'est là qu'on sera plus en mesure aussi d'évaluer s'il reste des besoins de recherche importants à combler. Mais aujourd'hui, on voudrait faire une amorce de cette discussion-là. Mobilisation sans précédent, tout le monde est resté surpris. En fait, 66 co-chercheurs, chercheuses qui se sont fédérés, réunis auprès de différents projets autour d'une vingtaine d'équipes pour un financement total demandé de 20 millions de dollars, 152 groupes, 152 collaborateurs. Et puis, si on regarde la répartition des acteurs, actrices dans le secteur, ben on a les universités, le secteur universitaire, ce qui est normal puisque les demandes de financement les visent en particulier. Il y a une participation également des groupes utilisateurs qui représentent 35 mais des centres de recherche externes aussi privés, publics qui se sont joints à la danse et puis également les représentants d'Agriculture Canada et de l'IRDA qui se retrouvent à l'intérieur des groupes. Je ne passerai pas en détail la liste des projets déposés, mais on peut voir qu'il y en a déjà il y en a environ une vingtaine, comme je le mentionnais tout à l'heure, une première liste des 10 avec les titres. Alors, vous pourrez les consulter plus en détail par après. Ce que je surligne en jaune ici, ce sont ceux qui touchent à l'axe 1 et parce
qu'on se souvient qu'on a divisé la programmation en 4 axes. Alors, l'axe 1 associé aux pesticides, l'axe 2 associé à la conservation des sols, alors qu'on retrouve ici en rose. Alors, on voit tout de suite que s'il y a une représentation à peu près similaire là, par les deux programmations de recherche. Et puis, dans le reste des 10 autres projets, ben, il y en a environ une dizaine, ou 6 environ, qui touchent ici aussi la réduction des pesticides et 5 qui touchent la santé des sols. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier que, comme dans l'appel à projet, on demandait que ça touche au moins 2 axes, on s'aperçoit en fait que 60 des projets touchent aussi l'axe 4, qui est l'axe socio-économique, qui avait été soulevé par tout le monde. Alors, vous avez ici, à l'intérieur de ces projets-là, comme thématique, même si la thématique principale sont ici les rotations, toucherait les rotations, ben, on aurait aussi des aspects économiques et environnementaux qui seraient associés. Et 70 touchent l'axe 3, qui est l'axe vraiment d'agriculture de précision, des données massives, etc. Fait que c'est quand même, il y a quand même une bonne couverture là, des objectifs principaux d'agriculture durable et qui vont vraiment être multi-axes, qui vont toucher plus de 3, voire 4 axes. Et ce qui est intéressant aussi, on parlait d'arrêter de travailler en silo, ben 80 sont interinstitutions. OK, alors ça veut dire qu'il y a vraiment une collaboration entre centres de recherche, universités, groupes de recherche privés qui s'installent là, et puis qui fait en sorte que le travail en silo sera grandement réduit. Alors, sans plus tarder, on va passer maintenant axe par axe pour voir quels sont les constats qu'on a pu observer. Évidemment, il en manque peut-être parce que comme vous, ce document-là a été préparé, a été finalisé tôt ce matin, mais il s'est ajouté des constats à la lumière des dernières interventions. Ça fait que je laisse la parole à Jacques Brodeur de l'axe 1 qui va nous parler des principaux constats pour l'axe 1. Jacques. Merci, Jean, et bonjour à tous. Comme vous le savez, ceux qui étaient présents hier, Geneviève Labrie nous a présenté un superbe bilan de l'utilisation des pesticides en agriculture au Québec. Et c'est passablement difficile pour moi de résumer en une seule diapo, en quelques lignes, là, les principaux constats du bilan qu'a dressé Geneviève. Je vais le faire en 5 ou 6 points. Évidemment, c'est très réducteur puisqu'il y a peu de place à la nuance. Alors, je ne sais pas si Geneviève est présente parmi nous, là, mais n'hésite surtout pas à me corriger là, s'il y a lieu. Donc, comme on l'a vu hier, ben, le bilan des ventes de pesticides est relativement stable au cours des 3 dernières décennies. Comme l'a aussi mentionné Geneviève et M. Lavoie ce matin, ben, les indices là, IRS et IRE ont connu une diminution qui est très significative là, depuis 2014. Et c'est en partie à cause du nouveau processus de justification agronomique, donc un gain environnemental et sanitaire net. Troisième constat, ben, il y a un scénario qui se répète depuis toujours, en fait, depuis l'avènement des pesticides de synthèse. C'est que lorsqu'un pesticide est retiré du marché pour une raison ou pour une autre, ben, il est très rapidement remplacé par un autre. Et on a vu hier un exemple très probant, avec les néoniques. On observe aussi une augmentation de la résistance aux pesticides et ça, c'est une situation qui préoccupe actuellement le MAPAC, qui a mis sur pied un nouveau groupe de travail sur cette question. 5e constat, ben, les niveaux de contamination de l'environnement varient passablement selon les molécules et la fréquence de leur utilisation. Et ça, c'est évidemment un constat là, où il y a plusieurs nuances, plusieurs précisions qui s'imposent. Et finalement, ben, il semble que les problèmes des traitements de pesticides non justifiés tendent à perdurer dans nos champs. Ça a été très bien illustré hier aussi par Geneviève. Prochaine diapo, Jean, s'il te plaît. Okay. Ben, cette figure, comme vous le voyez, là, illustre admirablement bien cet état de fait. C'est les travaux de Geneviève et de son équipe, des travaux tout récents, je crois que c'est les données de 2021, qui démontrent littéralement l'inutilité des traitements de semences dans le maïs. Comme on peut le voir sur la figure, ben, le nombre d'épis commercialisables est le même, peu importe qu'il y ait des traitements insecticides ou non.
Donc, évidemment, cette pratique de traitement pesticides préventif va à l'encontre l'un des principes de base de la lutte intégrée, soit celui d'intervenir uniquement lorsqu'il y a un réel problème, et manifestement, ce n'est pas le cas ici. Et ça, lorsque j'ai vu la figure hier présentée par Geneviève, tout de suite, cette question-là m'est venue à la tête. Dans quelle mesure pourrions-nous atteindre les objectifs du PAD simplement, et j'ai mis simplement entre guillemets, en éliminant les traitements pesticides qui ne sont pas justifiés? Évidemment, c'est quelque chose que le réseau pourra aborder dans les prochaines années, trouver des façons, des moyens justement de réduire, voire d'éliminer ces traitements pesticides injustifiés. Prochaine diapo, s'il te plaît, Jean. Quant aux besoins de recherche du réseau, c'est un peu l'exercice de ce matin. L'équipe des co-titulaires, on a constaté qu'il y a relativement peu de projets sur les alternatives aux pesticides comme tels qui ont été déposés lors du premier appel à projet. C'est pourtant, la question des alternatives, c'est pourtant une priorité du programme PAD si on veut arriver à réduire notre dépendance aux pesticides de synthèse. Donc, on aimerait qu'il y ait peut-être dans les prochains appels à projets ou les prochains projets qui vont être soumis par tous les partenaires du RQRAD, qu'il y ait peut-être plus de projets qui vont vers le développement d'alternatives aux pesticides. Évidemment, on recommande des projets structurants par culture qui explorent des solutions qui sont efficaces, rentables et applicables par les producteurs pour l'ensemble des problèmes phytosanitaires d'une même culture, qu'il s'agisse de problèmes de maladies, de mauvaises herbes, d'insectes ou autres. Donc, on a fait une recommandation comme telle pour la suite des appels à projets. Autre diapo et dernière diapo, Jean, s'il te plaît. Et pourquoi pas un soupçon d'audace? J'ai participé, en fait, tout juste avant le début de la pandémie, à l'évaluation de plusieurs projets de recherche qui avaient été soumis par des équipes françaises dans le cadre d'un vaste programme très original qui s'intitulait « Cultiver et protéger autrement ». Et l'objectif premier du programme français était de développer une agriculture exempte de pesticides pour l'horizon 2030-2040. Donc, c'est un défi qui est colossal et plusieurs le qualifient également d'utopique. Mais le gouvernement français il a quand même injecté plus de 45 millions de dollars dans un premier temps et ça va être renouvelé dans 3 ou 4 ans. Donc, on parle ici évidemment d'un changement de paradigme presque total en protection des cultures. Et ça, c'est un avis tout à fait personnel. Et je pense qu'il y a certaines cultures au Québec qui pourraient se prêter à une régie sans pesticides. Et je vais terminer en vous mentionnant que j'aimerais avoir l'occasion d'y revenir sur ce programme français et surtout sur les initiatives qui ont été retenues en France dans ce contexte-là. J'aimerais y revenir peut-être lors d'une prochaine rencontre du RQRAD et peut-être identifier justement au Québec quelles sont les cultures ou quelles sont les cultures les plus favorables à grande échelle à adopter une régie de phytoprotection qui tendrait vers une utilisation nulle de pesticides de synthèse. Voilà, Jean, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Jacques. Alors, je vais faire le même constat, en fait, pour l'axe 2 de conservation et restauration de la santé des sols. Alors, comme on l'a vu hier dans les présentations de Marc-Olivier Gasser de l'IRDA, puis je le soulignais, une étude colossale, le nombre de sites, le travail impliqué là-dedans, c'est très impressionnant. Ce qui est moins encourageant, toutefois, c'est les constats qui sont faits. Il y a une perte de matière organique des sols en culture, notamment dans les sols de Montérégie. Je résume l'essentiel, puis on comprend que ce sont les résultats préliminaires. Mais il y a également une perte de macroporosité sous le seuil de 10 dans les sols argileux de Montérégie. Et le 10 ce n'est pas un seuil arbitraire. C'est un seuil bien établi où est-ce qu'on sait que quand il y a moins de 10 d'air dans un sol, en général, il y a des problèmes importants d'anaérobiose. Alors, ça entraîne deux choses, une perte de croissance racinaire, mais également des risques de dénitrification, des risques que l'azote serve à ce moment-là d'accepteur d'électrons par les microbes du sol, et puis qu'il y ait des pertes importantes, à la fois sous forme de N2 et de N2O. Également, un accroissement de la détérioration depuis le dernier inventaire. Alors, malheureusement, c'est souvent le constat qu'on fait. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas.
Alors, c'est salutaire qu'on ait des résultats d'inventaire. Par contre, il y a un accroissement de la détérioration et ça veut dire que les efforts faits à ce jour pour maintenir la santé des sols ne rencontrent pas les objectifs d'amélioration qu'on voudrait avoir. Il va donc falloir accélérer là, les efforts dans cette direction-là. Perte de la qualité structurelle des horizons de surface, mesurée par le DMP, ça veut dire davantage de risques d'érosion et associé à l'érosion, évidemment, il y aura l'ensablement, il y aura le comblement des cours d'eau, mais il y aura aussi un apport de pesticides, un apport de phosphore. Et dans certains cas, bien qu'on ne dépasse pas les seuils de saturation fixés, bien, le constat de l'étude, c'est que dans la plupart des sols de la plaine du Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie, où sont concentrés les élevages, bien, l'indice augmente avec la mise en culture. Donc, il y a un risque accru là aussi de contamination. Peu souligner, mais clairement, à part peut-être l'intervention de ce matin, là, les besoins de modification à la loi de protection du territoire agricole. Est-elle perméable? Rencontre-t-elle les objectifs visés? Peut-elle être contournée? C'est beau protéger les terres, mais l'expansion urbaine en fait partie. Et dans certains cas, la soif de certaines municipalités d'agrandir leur assiette fiscale, en fait, fait en sorte que c'est une menace importante à la protection des terres dans certaines régions, évidemment, et dans certaines localités. Alors, ce qu'on a identifié, c'est que ce qu'on a vu d'après les appels à projets qui avaient été présentés, c'est qu'il n'y avait pas peu de projets sur l'azote et le phosphore, notamment l'efficacité des engrais comme source alternative. Et ça, c'était important. On l'a vu dans la présentation hier de M. Devravrin. Et puis, les recommandations, c'est qu'il devrait y avoir dans le futur davantage de projets associés aux pratiques de fertilisation alternative. On devrait également traiter notamment des besoins en phosphore où plusieurs sols approchent la valeur maximale de saturation. Travailler également sur des indicateurs. On l'a entendu dans la question de M. Gasser hier. Okay? La matière organique, le pourcentage de matière organique suffit-il? Doit-il être ajusté en fonction des régions? Et puis, une caractérisation de suivi de l'évolution des sols. Pourquoi est-ce qu'on constate aujourd'hui, seulement 30 ans plus tard, que les sols se détériorent? S'il y avait eu davantage de mesures, bien, on l'aurait observé plus rapidement. Et puis, on sait en pratique sur le terrain que souvent, il y a des mauvais diagnostics qui sont posés. On pense qu'on a des problèmes de drainage alors qu'on a des problèmes de drainage et de compaction. Il va falloir pouvoir gérer mieux ces questions-là dans le futur. Portrait également de la perte de biodiversité. Certains projets y touchent. Je ne vous dis pas qu'ils ne touchent pas dans une certaine mesure, mais il en faudrait davantage. Finalement, ça ne concerne pas vraiment l'axe 2, mais la question de la loi de protection du territoire agricole devrait être traitée dans le cadre de l'axe 4. Alors, okay. Alors, c'est l'essentiel. Je vais passer la parole à Alain Rousseau. Puis parfait. Oui, Alain? Donc, merci beaucoup, Jean. Au niveau de l'axe 3, les états des lieux ont été présentés par Atina Cambouri et Adrien Douel. Donc, les grands constats qu'on peut faire suite à leur exposé, bon, dans un premier temps, il y a de l'adoption de technologies, mais c'est la technologie qui est directement intégrée à la machinerie agricole. Puis, on a vu qu'elle semblait très utilisée en ce qui a trait à la production de cartes de rendement, le chaulage des sols, suite à un diagnostic de pH qui est aussi fait à l'aide des technologies de précision. Et évidemment, la conduite et la gestion de la machinerie agricole par GPS. On a aussi été mis devant le constat qu'il y a une difficulté d'utiliser les données acquises à leur plein potentiel, à savoir que oui, les agriculteurs disposent de machinerie qui récolte de l'information, mais il manque de support technique ou d'accompagnement en ce qui a trait à l'utilisation de ces données-là pour justement ajuster le tir au niveau de la gestion des parcelles agricoles. On a aussi été mis devant le constat que oui, il y a plusieurs fournisseurs de données via des technologies assez avancées. Par contre, il semble y avoir une incompatibilité de partage de ces données-là sous une même plateforme informatique de par des formats de données qui sont différentes. Donc, ça nous empêche là, de faire ressortir justement la valeur ajoutée des données acquises par la machinerie agricole parce qu'on a la difficulté, d'un point de vue purement technique, à les mettre ensemble pour faire les jugements appropriés.
Finalement, il y a aussi un besoin d'information en ce qui a trait les coûts et bénéfices associés aux technologies. Il semble d'une certaine évidence que le nivellement et le drainage souterrain soient rentables sur de très courtes périodes, ce qui provoque un certain engouement. Mais comme tout problématique en milieu naturel, c'est pas une solution pour un seul problème. Il faut avoir, si vous voulez, une synergie dans les solutions pour solutionner les problèmes. Donc, lorsqu'on, par exemple, qu'on fait le nivellement, peut-être que ça nous augmente les superficies, mais en même temps, peut-être qu'on sous-estime un potentiel problème de compaction des sols qui, lui, amènerait un mauvais fonctionnement du système de drainage. Donc, les aspects coûts-bénéfices ne sont pas à éliminer des nouvelles technologies pour les pratiques de gestion bénéfique. Évidemment, il y a une nécessité de développer la robotisation et la navigation autonome pour pallier au manque de main-d'œuvre. Suivant. Donc, de cela, nous, à partir des projets qui avaient été proposés, donc la vingtaine de projets proposés, il y a eu des activités qui ont été, dans ces projets-là, directement liées au développement des technologies de suivi, soit par télédétection ou des technologies de contrôle robotisées pour aborder justement les questions soulevées par rapport aux deux premiers objectifs du PAD qui sont traités par l'appel du FQRNT, à savoir la thématique des sols et des pesticides. Par contre, tant devant nos constats que nous, on a fait en analysant les titres de ces projets-là et en fait aussi les résumés, que l'exposé de Adrien ainsi que celui de Atina hier, ben, il semble y avoir un vide à combler et je soulève 4 vides potentiels. Donc, développer des projets en bioinformatique pour accroître les connaissances en santé des sols. Donc, on peut penser ici au microbiote et toutes les analyses conséquentes qui ont besoin de la bioinformatique. On peut aussi penser à développer des variétés de cultures résistantes aux agents pathogènes et adaptées aux extrêmes climatiques, donc stress thermique et hydrique. Il y a un autre constat qui m'amène à vous proposer d'implanter à différentes échelles spatiales une plateforme informatique permettant d'intégrer, documenter par parcelle, le calendrier des pratiques culturelles, donc du travail du sol, les types de cultures, la fertilisation, les dates d'intervention, de phytoprotection. Donc, si on dispose de bases de données numériques sur ces informations-là, il est fort possible, le potentiel est très grand que l'on va pouvoir développer des modèles prédictifs fort probablement basés sur l'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'anticiper les interventions et de mieux guider les pratiques au champ. Sur la base des données déjà prises et enregistrées par la machinerie agricole, donc on sait qu'il y en a déjà, développer des indicateurs et applications conviviales permettant de traduire ces données en informations utiles pour l'agriculteur et ses conseillers. Donc là, on rejoint, si vous voulez, l'entonnoir ou le goulot d'étranglement, en ce sens que on a plusieurs plateformes technologiques qui nous permettent de faire l'acquisition de données. Par contre, on a de la difficulté de part de l'incompatibilité de fichiers où est-ce que les données sont stockées à bien les amalgamer pour soit dériver des indicateurs et ultimement des applications conviviales, qu'elles soient mobiles ou autres, pour permettre justement le transfert et la valorisation optimale des données qui ont été prises par des technologies avancées. Finalement, valider la robustesse et évaluer le rapport avantage-coût des technologies d'acquisition de données biotiques et abiotiques afin de réduire l'incertitude agronomique. Donc oui, il y a des technologies, mais comme toute technologie, elles ont besoin d'étalonnage et ces étalonnages-là, on souhaite qu'elles soient tant validées par le secteur universitaire que le secteur manufacturier qui les produit. Suivant. Ah, bon, ben c'est au tour à Paul. Merci. Merci beaucoup. Alors, Paul va nous présenter les aspects socio-économiques. Alors, Paul. Merci, Jean. Bonjour à tous. In terms of the socioeconomic area, I think one of the take-home messages that came out from Pascal and Matthew yesterday is that the economic viability of producers, farmer operations is essential for us to fulfill the objectives of the PAD in terms of soil conservation, reduced pesticide use. But as Chantal Lynn brought up this morning, and I think Matthew yesterday,
we also have to recognize that there's a relationship between financial health and environmental health. And in order for us to have financial health, we also have to have environmental health in terms of soil, water, and biodiversity. And this is essential for financial health of our farming operations. So we have to start to look at economics and the environment as a two-way street. Without economic viability, we won't have environmental sustainability, and without environmental sustainability, we will not have economic sustainability. Next, suivant. So in terms of things, it's hard to make recommendations about what future research should be done, given that we don't know which projects have been funded. But there are a couple of things that have come out, and some of the questions with Chantal this morning, I think it looks at some of these things. So one of the things that we have to look at is sort of this idea of short-term profitability versus long-term profitability. There's a potential that there is conflicts between short-term profitability and long-term profitability. And the question that comes up that I think Alain was asking about is how do we incorporate the ecological goods and services into these calculations? And so in terms of economic projects, we have to look at how are decisions in the short term impacting our long-term profitability and also environmental sustainability. The other areas that I think are going to be important that we don't really have a lot of work on right now is long-term risk of climate change. We have to start to not only be reactive to current situations, but we have to be proactive to future situations. And this means that what would be some of the potential for technology and institutional change as a means of mitigating this climate change risk. So we have to be more looking into the future, thinking about not only technology as a potential to mitigate risk, but also what are the institutions and how will our institutions and policies have to change to mitigate this risk? As Matthew brought out yesterday on his farm, he said, when they were asking, how long did it take to make the transformation? And he was like, well, 25 years. Again, I think that we have to put some research effort into what is the process of adoption for new technologies and new management practices. So it's not only to identify what those practices are, but also what is the processes that a producer has to follow in order for them to actually, over time, because we have to think of this as a dynamic situation where the evolution of the adoption of the processes, practices is very important. Another question that comes up is sort of the macroeconomic impact on the Quebec economy of sustainable agriculture and food system. And so this looks at a much broader picture, not only at the agriculture sector per se, but also the broader Quebec economy. But including with this would be, as Chantal brought up this morning, sort of the system of environmental economic accounts. How do we take into account sort of the physical inventory of soils, for example, or biodiversity within our agriculture? And how do we set up a macroeconomic accounting system that allows us over time to see how our changes change? The final area is the idea of institutional development of carbon offsets credit systems for agriculture. There may be a potential here for carbon offset systems to play a role in providing incentives for producers to actually adopt some of these changes in management practices. So again, it's a way to bring out sort of institutional development, but also to provide incentives for farmers who are providing ecological goods and services to society. Thank you, Jean. Merci beaucoup, Paul. Si on regarde aussi ce matin les interventions qu'on a eues, désolé, on n'a pas eu le temps de rajouter les quelques points, mais en général, ce qu'on entend, les grands constats, soit venant d'interventions de l'UPA, de gens de l'UPA, des services conseils, municipalités ou du MAPAC,
Besoin d'informations sur la gestion de l'eau provenant du milieu agricole et de l'impact attendu des changements climatiques. C'est une constante qui revient régulièrement. Au niveau des municipalités, M. Saint-Pierre le soulevait également, la problématique des pesticides, besoin de données, d'expertise et de recommandations pour assister des fois selon la taille des municipalités, dans des problèmes particuliers, à traiter ou aborder des problèmes particuliers. Quelque chose qui n'a pas été soulevé, mais qui est revenu dans d'autres congrès ou dans d'autres interventions, le besoin d'éviter les schismes entre groupes d'intérêt, c'est-à-dire vraiment la population urbaine, la population agricole et l'interface entre les deux est parfois difficile. Et puis, il faut continuer à dialoguer, c'est un élément clé dans l'élaboration de solutions. Et puis, il faut éviter absolument qu'il y ait une polarisation des opinions là-dessus. Alors, toute information amenant une meilleure conciliation entre les deux groupes d'intérêt sera bénéfique à l'évolution pressentie du monde agricole et du monde urbain. Un réseau cellulaire fiable et performant en région agricole, c'est revenu de plusieurs discussions. On le voit sur le terrain, c'est une problématique pour accélérer les changements technologiques requis. Alors, évidemment, ce que vous mentionnez dans la discussion est inclus et retenu. Vous ne faites pas ça dans le vide. On en tient compte. Mais on avait des questions aussi pour orienter le travail à l'interne dans le réseau. Alors, la première question à l'auditoire, qui est revenue souvent, notamment lors des débats préliminaires, souhaitez-vous participer à une rencontre de discussion sur la question des données internes qui déboucherait ultimement à la formation d'un groupe de travail sur les données? Alors, on ne parle pas ici des données des ministères, on ne parle pas ici des données de compagnies privées, on parle juste des données qui seront générées par nos projets de recherche interne. Okay? Alors, certains voudraient avoir des banques de données, certains voudraient avoir... Et puis, devant la panoplie d'outils qui existeraient, on a finalement suggéré plutôt d'avoir un groupe de discussion sur les données internes. Okay? Alors, on aimerait savoir si vous croyez que c'est pertinent que cette question-là soit abordée et si oui, évidemment, ça vous intéresserait peut-être de participer à ce groupe-là. Alors, c'est on vous donne quelques minutes là, pour répondre au sondage. Nous sommes 93 actifs actuellement. Ça fait que, on va attendre le temps de voir. Je ne sais pas si vous voyez la réponse en temps réel en même temps sur mon écran, là, si vous le voyez sur vos écrans. Mais... Oui, on le voit, Jean. Oui, OK. Bon, alors, le chiffre semble plafonner. On est à 66%. OK, là, il y a une chose, peut-être je ne suis pas familier, là, soit 100% ont répondu. OK, alors, toutes les réponses sont compilées. Alors, on aurait donc environ 60%. C'est donc une question d'intérêt pour le groupe ici. C'est donc, c'est sûr qu'il va y avoir des suites à ça. Là. Fait que merci d'avoir répondu et puis on va passer aux prochaines étapes. Mais c'est sûr que c'était ressorti d'ailleurs, mais on ne savait pas dans quelle mesure c'était. Alors, si on partage les résultats, c'est à peu près 60% qui disent que c'est une question qui les interpelle, puis aimeraient ça éventuellement qu'il y ait une discussion à ce sujet-là. Alors, on prend en note et puis on organisera une activité conséquente. OK. Parfait. Alors, prochaine diapo. OK. Alors, évidemment, on le disait tout à l'heure, on a fait des constats, mais évidemment, c'est partiel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les résultats de l'appel à projet. 20 projets présentés,
quels sont ceux finalement qui vont être financés, quels sont ceux qui ne le seront pas. On ne le sait pas, on aurait aimé ça le savoir, mais on ne le sait pas en date d'aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, on propose qu'on se revoie une fois qu'on aura ces résultats-là pour voir vraiment si les constats qu'on a faits tiennent encore. S'il y a des besoins de modification, certains d'entre vous ont exprimé des opinions dans la boîte de discussion. Si vous avez d'autres idées aussi, ça sera le moment de les exprimer sur les besoins de recherche, évidemment, toujours par rapport aux objectifs du PAD. Alors, ce qu'on vous propose comme échéancier de co-création, c'est une première rencontre qui aurait lieu au début mai, où est-ce qu'il y aurait une présentation des projets qui auraient été financés par les chercheurs responsables, suivie d'une plénière pour l'idéation pour certains projets, afin de partager les éléments clés du succès, quels sont les points communs qui se retrouvent là-dedans, améliorer peut-être les projets non financés pour les représenter, puis créer peut-être de nouveaux projets à partir de projets financés ou en élaborer de nouveaux. Alors, c'est vraiment un moment là, de retour, un post-mortem du premier appel à projet, qu'est-ce qui restera à venir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque année, durant les 4 prochaines années, il y aura des nouveaux appels à projet qui seront présentés, qui représentent la moitié restante de l'enveloppe là, qui a été proposée, puis qui pourrait peut-être être bonifiée là, à la lumière de la popularité qu'a soulevé l'initiative du FRQ. Alors, évidemment, il y aura une première rencontre au début mai. On va vous revenir. Je vais juste regarder. OK. On a. Après ça, à la mi-mai, il y aurait une consultation. Et là, ces consultations-là auraient lieu. On ferait circuler la liste des projets proposés pour demander d'autres suggestions et sonder les intérêts de chercheurs partenaires à se regrouper autour de thématiques. Autour de certains projets de recherche qui seraient à ce moment-là construits en co-création. Et puis, les rencontres, on propose, évidemment, ce n'est pas une obligation, puis ça sera à chaque sous-équipe formée. Alors, à ce moment-là, à partir du constat puis des intérêts, les gens pourraient se regrouper autour d'équipes, comme ça s'est fait dans le premier appel à projet, de co-création pour les premières ébauches du projet. On proposerait juin, puis je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on prévoit que la date de dépôt, cette fois-ci, ne sera pas le 14 février, mais serait, et c'est à confirmer, au début décembre. Ça veut dire que si on veut y arriver, il faut avoir une rencontre de discussion avec les utilisateurs, avec les partenaires éventuels dans le projet pour voir autour de quelles problématiques, autour de quel projet on se réunit. Et ça pourrait avoir lieu en juin, une fois que les intérêts se sont exprimés. Et puis, à la mi-septembre, à ce moment-là, une autre rencontre où est-ce qu'il y a là, il y a vraiment un premier jet qui est présenté, puis la période mi-septembre à décembre sert à le finaliser. Alors ça sera un échéancier réaliste par rapport aux agendas d'un peu tous et chacun. Pour les partenaires, on sait que parfois c'est difficile avec les travaux de terrain et tout, mais malheureusement, avec un appel à projet en décembre, si on veut monter des demandes gagnantes, bien ficelées, bien intégrées, ben, il faudra voir comment des rencontres à période intermédiaire de juin et de mi-septembre pourraient se faire. Évidemment, les équipes pourront l'ajuster selon leurs propres besoins, puis ça, à ce moment-là, ce n'est pas le réseau qui va dicter ce qui devrait être fait dans ce cas-là. Par contre, où est-ce qu'on aimerait avoir une consultation? C'est pour la première rencontre, la fameuse rencontre du début mai, où est-ce qu'on présente les projets financés, puis on tient une plénière d'idéation. Ça fait que, on vous propose à ce moment-là la première, la deuxième ou la troisième semaine de mai, puis on vous demande de voter là-dessus parce qu'on ne veut pas organiser plein d'événements autour de ça. Ça fait que le sondage est lancé et puis on attend vos réponses, là.
OK, alors le chiffre semble s'être stabilisé. Encore on va attendre encore un peu, mais tout s'oriente. En fait, la 3e semaine de mai apparaît comme actuellement la plus populaire, suivie de la 2e et de la 1re semaine de mai. Alors, ça serait pas mal ça. Puis le pourcentage de participation est stabilisé. Fait qu'on va pouvoir arrêter le partage. Et puis, 51% si on partage des résultats, 51% en faveur de la 3e, 2e semaine, 44% et 1re semaine de mai, 41%. Parfait. Alors, on prend ça en note et puis on vous reviendra avec une convocation. 2e partie, ça c'était pour la programmation scientifique. J'avais une question sur le chat. OK. 2e petite question. Merci pour les recommandations intéressantes. Peut-on savoir comment les recommandations ont été établies? Ben, écoutez, on a regardé tous ensemble un peu ce qui avait été. On avait la chance de visionner, dans certains cas, les présentations à l'avance, dans certains cas, non. Et puis, on avait la chance aussi de voir quelle était la liste des projets présentés, puis d'interagir avec ceux-ci. On a eu la chance aussi, comme co-titulaire, de participer aux discussions du mois de mai, puis participer très activement à l'élaboration de la demande. Ça nous a permis de voir à peu près quelles étaient les constantes qui revenaient en termes de besoins de recherche. Fait que c'est à partir de l'exercice de conciliation entre ce qui a été exprimé comme besoin de recherche, ce qui a été rajouté au cours des 2 derniers jours, finalement, et puis qu'est-ce qui a été présenté comme liste de projets qu'on a élaboré ça, mais c'est évolutif, là, évidemment. Puis, vous avez bien compris que lors de la rencontre de mai, finalement, il y aura un post-mortem, puis il y aura un meilleur exercice de conciliation qui pourra être fait, et il y aura une plénière dans laquelle les gens seront appelés à s'exprimer là, de façon plus directe que ce qui est vécu aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait, cette liste-là. C'est donc très incomplet, c'est partiel, OK, et c'est subjectif dans le sens qu'un nombre limité de chercheurs ont pu s'impliquer dans l'exercice. Programmation des activités maintenant. OK, parfait. On avait comme mandat de devoir fédérer les acteurs de la recherche, de devoir mutualiser les sources vives, co-construire, former la relève, transférer les résultats. Alors, évidemment, dans les activités de co-création, il y a un congrès annuel qui est proposé avec des ateliers de co-création et des visites de sites. Dans les activités de maillage, il y a la constitution de répertoire, des rencontres, ateliers interax, des webinaires. Évidemment, on reprend les éléments qui sont à l'intérieur de la demande puis qui résultent des exercices de consultation précédents. Et évidemment, toutes les activités de diffusion de rayonnement. Quelle sera la stratégie de communication? Quelles seront les diffusions de contenu? Comment va se mettre en place la veille? Alors, lors des activités de co-création, le congrès annuel, ce qu'on vous propose, puis ça résulte des consultations tenues, ça serait une rencontre annuelle de 2 jours, où est-ce qu'il y aurait des conférences scientifiques, des présentations techniques, des échanges, des activités DI, des rencontres étudiants, qui auraient lieu à la fin avril, début mai 2000, ça aurait lieu donc l'année prochaine, fin avril, début mai, ça veut dire autour de cette période-ci, ça fait qu'on vous consulte là-dessus, ça ne sera pas long. Des ateliers de co-création qui seraient organisés vers mai-juin, ce qu'on avait entendu, là, qui pourrait être carrément suite à la consultation précédente, là, donc qui commencerait vers la fin mai, qui aurait lieu autour de juin pour commencer à élaborer des projets, élaborer des listes de besoins de recherche, voir quels sont les obstacles à l'adoption, et des sessions de remue-ménage, et puis l'organisation de visites de terrain. Ça avait été soulevé par plusieurs. Alors, proposer un calendrier de visites prévues, organisation de visites, etc. Fait que, quelques questions. Est-ce que la période de fin avril, début mai convient pour un congrès de 2 jours? Alors, le pourcentage est stabilisé à 79-80% des répondants. Donc, on a un oui pour cette période-là à 70%, à peu près 68%, pour donc la fin avril, début mai, et un non à 32%. Et je vais arrêter, je vais vous partager les résultats. C'est ce que ça donnerait actuellement. OK. Prochain sondage. Auriez-vous
intérêt est-ce que vous auriez de l'intérêt à participer aux visites de sites en groupe? Plusieurs ont manifesté cet intérêt-là. Alors, par oui, par non. Alors, on parle de visites. On va répertorier les sites monuments, les sites de démonstration, les sites de suivi. Il y en a déjà plusieurs qui existent. Alors, on va s'intéresser d'abord à ceux-ci. Et puis, et puis, il y en aurait peut-être d'autres qui seraient mis en place pour des protocoles expérimentaux. Alors, c'est un peu tout ça que ça contient. Puis, on voudrait savoir, évidemment, dans un premier temps, on a 90 %, on a 72 % de réponses. 73, ça monte un peu encore. Je vais attendre quelques secondes. Alors, c'est sûr qu'il y a un intérêt à participer. Alors, déjà, même si pas tout le monde a participé, 75 %, c'est déjà clair, la tendance est solide. Alors, c'est bien exprimé. Et puis, dernière question, quel serait le meilleur temps pour tenir ces visites? On parle de la mi-juillet, de la fin. Évidemment, idéalement, il faut que les systèmes de culture soient en place et il faut intervenir avant la période de récolte. Alors là, ici, les périodes varient allant de la mi-juillet jusqu'au début septembre. On va faire, là, mais il y a carrément la mi-juillet qui apparaît la période la plus propice, là, suivie de la fin juillet. Ça fait que ça se profile dans cette période-là. Et puis, ça décroît avec le mois d'août, ça ne semble pas une bonne période. Ben, pas si pire, là. 41, 43 septembre. Ouais. OK. Parfait. On va partager les résultats. Alors, ça donne 54 % pour la mi-juillet. C'est l'option la plus probable. Après ça, la deuxième option, ça nous amène au début septembre. Alors, ces deux périodes-là paraissent propices. On reconsultera peut-être si nécessaire. Là. Ça fait que s'il y en a qui penseraient réviser leur choix, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer juste un courriel à cet effet-là? Et puis, ça nous permettra de voir si c'est pertinent de peut-être consulter. Là. Parfait. Alors, OK. Bon, prochaine diapo. Des activités de maillage. Alors, pour les activités de maillage, évidemment, on parle de constituer un répertoire des chercheurs, chercheuses, mais également des infrastructures et de la recherche en agriculture durable et d'organiser des ateliers de maillage, des ateliers techniques. Là. Ça, c'est à revoir à l'an 2. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'ira pas dans le détail. Et puis, évidemment, d'organiser des webinaires. C'est souvent ressorti, puis 10 % de nos enveloppes budgétaires à l'intérieur des projets doivent être investis à produire du matériel pour activer les transferts. Alors, à ce moment-là, ça en fait partie. Ça fait que ça, il y aura des activités là-dessus prévues à l'intérieur même de vos propres projets ou sinon peut-être par le réseau. On vous reviendra sur cet aspect-là. La stratégie de communication, la mise en place d'un site web, stratégie de communication auprès des réseaux sociaux, l'infolettre. Alors ça va être mis en place 2022-2023 et la diffusion des contenus au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles. Mais on doit commencer à l'organiser, notamment au niveau de la question des bases de données, OK? Au niveau de la question des webinaires ou des publications. Et puis, l'organisation d'une veille sur les pratiques d'agriculture durable et les meilleures pratiques qui pourraient être testées ici sous nos conditions. Alors, évidemment, nos efforts vont d'abord se concentrer sur les deux premiers items là, pour 2022-2023. Alors, question, évidemment, si on veut organiser la mise en disponibilité des sources, on doit savoir quels sont les formats de diffusion qui nous semblent les plus pertinents. Ça fait qu'on lance un sondage, capsule vidéo. Est-ce que les choix multiples sont disponibles? Oui. Alors, oui, cette fois-ci, possible. Capsule vidéo, fiche technique, conférence, application web. Les banques de données, bien ça, vous serez consulté éventuellement là-dessus par la formation d'un groupe de travail sur le sujet. Alors ici, on est à 65 % de taux de participation. Fiches techniques, capsules vidéo, conférences apparaissent toutes. Applications web, moins d'intérêt. Alors,
Les capsules vidéo prennent le devant. Puis, on est à 85 de participation sur 83 participants restants. C'est qu'on va mettre fin au sondage. On a l'essentiel, le chiffre ne pousse plus. Fait que, essentiellement, si on partage les résultats, ben, c'est 88 pour les capsules vidéo. Des fiches techniques restent d'actualité, ainsi que des conférences. Donc, ça sera au menu des activités des congrès annuels du RQRAD ou d'autres événements ciblés. Parfait. Alors maintenant, prochaine partie. En ce qui concerne maintenant les activités visant la relève, on parle d'école d'été. C'est ressorti très clairement. Alors, école d'été en 2023 planifiée, une peut-être, on ne sait pas, là, c'est en finalisation pour l'été 2022. C'est sûr qu'il va en avoir une 2023, notamment sur la caractérisation des sols et les suivis de qualité. Il y en a un sur l'intelligence artificielle qui aurait lieu à l'été 2022 ou à l'été le 23. Donc, des activités visant la relève spécifiquement ou peut-être des chercheurs intéressés aussi, chercheurs établis intéressés à bonifier leur formation parce que c'est des activités de maillage à partir de l'automne 2022 avec les étudiants principalement, des présentations, Madame Le Tanner le disait hier, très intéressant, les activités de maillage pour connaître les réseaux, savoir qui sont les groupes actifs dans d'autres universités. Alors, les thèses en 180 secondes, les webinaires de relève, et puis à partir de l'an 2, quelque chose sur lequel on songe, là, des activités de mentorat. Fait que ça serait un peu ce qui serait planifié puis ce qui est ressorti des discussions. Alors, ça complète pas mal l'essentiel de ce qu'il y avait à présenter pour la partie programmation. Alors, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas, malheureusement, on est contraint dans le temps, puis on était contraint de ramener ça à 2 demi-journées. Alors, si vous avez des commentaires, suggestions, veuillez nous les faire parvenir. Pour ce qui est des besoins de recherche, c'est sûr, je le répète une troisième fois, il y aurait des plénières au mois de juin pour faire un retour, un post-mortem et élaborer la stratégie des demandes visant les dépôts au début décembre 2022. Alors, merci beaucoup de votre participation. Et puis, les partenaires, vous les faites suivre à Mme Louise Tremblay, la directrice adjointe du réseau, à l'adresse suivante. Alors, merci beaucoup. Et puis, je passe maintenant la parole à Mme Louise Tremblay pour l'Assemblée générale.